Les habitants de Baïf ont bloqué l'accès à la commune. Certains quartiers ne sont plus desservis en eau depuis une semaine. Et lorsqu'ils le sont, l'eau est impropre à la consommation. La présidente de la CASBT mise en cause fait la sourde oreille. Entreprendre quand on a 16 ou 18 ans, c'est possible. Une centaine de lycéens participent à un séminaire sur les étapes de la création d'entreprise. Une journée inscrite dans le cadre de l'opération Entreprendre en lycée. Le reportage d'ATV Guadeloupe est à venir. Et tous les producteurs de légumes de France seront en Guadeloupe dès demain à l'occasion du 60e congrès des producteurs de légumes. C'est la première fois que l'événement est organisé chez nous. L'occasion de mettre en lumière ce secteur confronté à d'importantes difficultés. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Il était quasiment impossible de se rendre à Baïf aujourd'hui. Un collectif de riverains en colère avait bloqué l'accès à la commune. Depuis près d'une semaine, ils n'ont pas d'eau dans leur robinet. Et lorsque celle-ci coule, sa qualité laisse à désirer. Le reportage de Nathalie Dinane, de Patrick Curie et de Moïse Dexter. Nous voulons de l'eau au robinet et de l'eau potable. C'est le message délivré par les riverains de la section Mabouya à Baïf. Ils avaient installé un piquet de contestation sur le pont, la manifestation d'un ras-le-bol collectif. Nous avons des problèmes de récurrents d'eau, de distribution, de potabilité. Et antérieurement, nous avions fait les mêmes demandes. Les promesses ont été faites, aucune promesse n'a été tenue. Donc aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés pour la 3e fois pour demander à la CASBT quelles sont les dispositions qui sont prises. Ces riverains, membres de plusieurs associations, résidents de Saint-Robert, de Karata, de Plessis, ne supportent plus ce manque d'eau qui dure des jours. Une situation anormale que pourtant certains jugent supportable. Ces riverains sont en colère. Nous avons envoyé du courrier, nous avons téléphoné, mais nous téléphonons, il n'y a pas de réponse. À aucun moment, il y a un mépris. À aucun moment, elle a osé nous répondre, ne serait-ce que d'envoyer quelqu'un, alors que depuis 4 heures du matin, nous sommes mobilisés. Nous laissons passer quand même les voitures prioritaires, c'est-à-dire les ambulances, les voitures avec même personnel, avec des gens à bord, des malades, des perfusés, des dialysés. Donc nous filtrons par rapport à ça. Mais cela dit, regardez le mépris, depuis, personne n'est venu nous voir. Il n'est plus question d'attendre, d'accepter encore des promesses. Conscients de gêner, ces résidents n'ont nul autre recours. Pouillot, on désode qu'à mettre en l'ode. Mais le combat que nous menons actuellement, ce n'est pas un combat de 2, 3, 4, 10 personnes, 100 personnes. C'est un combat pour la population. Et ce n'est pas la population que de Baïf, la population du département, des 32 communes du département. Donc nous sommes mobilisés tout maintenant. Tant que nous n'aurons pas une réponse, des preuves que des démarches ont été faites, des solutions ont été trouvées, qu'ici, à notre demande, nous allons par mesure de sécurité débarrer la nuit à partir de 19h-20h, mais demain matin, nous serons encore sur les lieux. Après Capesterre, maintenant Baïf, ces mobilisations risquent de se généraliser, car aux Saintes, à Port-Louis ou aux Abîmes, c'est le même problème. Et Lucette Michaud-Chevry, la présidente de la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre, est sortie du silence ce soir. Elle informe la population de Baïf que l'ensemble de la commune est alimentée en eau potable propre à la consommation. Des dysfonctionnements qui étaient dus, en tout cas, à des incidents techniques à la station d'ultrafiltration de Montval. Les usagers de l'eau sont toujours vent debout, en tout cas à Capesterre-Belle-Eau, avec un seul objectif, celui de retrouver de l'eau dans leur robinet. De son côté, Laurent Bernier dénonce des sabotages sur le réseau et précise que le SIAG fournit de l'eau à la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre. On écoute sa réaction au micro de Moïse Dexter, accompagné de Patrick Curie. L'ensemble des investissements à consentir est énorme. Tout le monde doit le comprendre. Près de 75% des canalisations capestériennes sont fuyardes. Je ne suis pas le seul à le dire. La présidente de la CSBT l'a même écrit dans un courrier du mois de février 2016. Par conséquent, on doit arrêter et se rassembler. Je l'ai dit, créer une structure unique pour tous les Guadeloupéens. Ça ne va pas redonner de l'eau tout de suite, mais ça va redonner de la cohérence, de la cohésion et un peu plus de confiance. Il ne manque pas d'eau en Guadeloupe. Il ne manque pas d'eau tant à Capesterre-Belle-Eau qu'à la Désirade.
Il y a simplement un gros problème depuis des années où les canalisations sont fuyardes. Partout, hier encore à Sainte-Anne, aujourd'hui au Moule, où des administrés ne peuvent pas bénéficier de l'eau parce qu'il y a des matières solides en suspension. Il y a de l'eau turbide, elle est trouble, on ne peut pas la distribuer. C'est vrai à Baïf pour d'autres raisons encore. C'est vrai à Saint-François, c'est vrai à Sainte-Anne. Je voudrais que tous les Guadeloupéens croient en mon honnêteté, un minimum d'honnêteté qui a pour but de sauver l'essentiel. La crédibilité d'un service public qui doit se remettre à neuf. Après Laurent Bernier et sa pétition sur Internet pour accélérer le processus de création d'un syndicat unique de l'eau, voilà que le Parti communiste guadeloupéen va encore plus loin. Il propose de consulter la population par référendum local afin de contraindre les élus à créer ce syndicat. Mais avant d'aborder cette question avec notre invité ce soir, nous avons souhaité connaître votre avis sur ce référendum. Y êtes-vous favorable? Karen Diama vous a posé la question, on vous écoute. Ce serait une bonne chose, une bonne initiative, mais il faudrait franchement prendre en compte les personnes qui ont des difficultés et voir quelles sont les solutions qui permettent de les arranger, parce que j'ai vu qu'il y avait des citernes, des trucs comme ça qui sont mises en place. Mais bon, moi je me mets à leur place et c'est pas franchement une solution, je pense. Des personnes qui ont des enfants, il faudrait quand même faire quelque chose de peu plus sérieux pour eux, je pense. Concernant l'eau, est-ce qu'il faudrait consulter la population pour obliger les élus à mettre en place un syndicat unique de l'eau? ben oui, il faudrait revoir la population parce que c'est eux qui en ont besoin, c'est eux qui est sur le terrain, quoi. Donc, d'après les collections que vous faites, on pourra repartir pour faire les autres démarches. Moi, je vois que c'est le mieux à faire, quoi. À mon avis, non, dans la mesure où les politiciens sont les mieux placés pour savoir ce qu'on doit faire de mieux pour la population. Je pense qu'il suffit qu'ils soient un peu plus sérieux dans leurs décisions et ça va arranger, c'est pas compliqué. Je pense que oui, ce serait bien. Pourquoi? Comme ça, la population va décider, plutôt que ce soit les politiciens. On connaît déjà, on sait déjà comment sont nos politiciens. À mon avis, ouais, ça pourrait être très utile. Surtout que bon, là, moi, ça fait quelques mois que je suis en Guadeloupe et j'ai entendu parler de ces problèmes d'eau jusqu'en France. Donc forcément, il y a vraiment un problème et il faudrait, je pense surtout que la population puisse se sentir en confiance dans le sens où que leur parole ait un pouvoir. Si la parole n'a pas de pouvoir, ben, l'opinion non plus. Donc voilà, c'est surtout ça. Oui, je pense que oui, vu les tergiversations que nous avons jusque-là, et vu aussi les inconvénients que ça pose pour l'usager, en particulier ceux de Basse-Terre Sud, Capesterre en particulier. Donc moi je pense qu'il faut, si personne ne bouge, s'il y a toujours des blocages, je pense qu'il faut effectivement aller vers un référendum populaire. Mais on n'a pas besoin de référendum, nous avons tous besoin de l'eau. Donc on n'a pas besoin de référendum, on n'a pas besoin de politique. On n'a qu'à mettre en place l'eau et c'est tout. Et notre invité nous a rejoint sur ce plateau. Camille Edouard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du Parti communiste guadeloupéen, je crois chargé de piloter Capesterre Bello. Voilà. D'abord, votre réaction par rapport à ce micro-trottoir? Bien, les réactions prouvent effectivement que la proposition que nous faisons au sein du Parti communiste guadeloupéen répond justement à l'attente de la population. Il est inadmissible qu'en 2016, qu'il y ait des gens qui n'ont pas d'eau. Et le problème de Baïf, il est grave, mais celui de Capesterre ce soir sera encore plus grave, puisqu'il n'y a pas de classe à Capesterre Bello. Le collège est fermé, le lycée est fermé, les écoles primaires sont fermées et maternelles sont fermées. Comment concevoir, à cause d'un problème d'eau, aujourd'hui les classes sont obligées d'être fermées? Donc le Parti communiste réitère cette proposition. Si les élus ne veulent pas bouger, eh bien il faut que la population donne le là à travers ce référendum que nous proposons. Alors, dans votre déclaration, vous citez clairement ceux qui, selon vous, sont les responsables de ce désordre. Vous citez les maires, les multinationales, les services de l'État et les partis politiques. Vous prétendez que, finalement, que tout ce monde est corrompu? Ça dure depuis nani nana, si on peut utiliser cette expression. Et on voit que rien n'avance, malgré les barrages, malgré l'appel des pauvres dames-là qui souffrent. Je vous dis, à Capesterre, des femmes, des mères de famille de 80 ans, qui sont seules chez eux,
qui n'ont pas le seul moyen d'aller prendre de l'eau dans les citernes. Sont-ils corrompus, selon vous? C'est ma question. Mais ils sont tous corrompus, puisque ça dure plus de 30 ans que ça dure dans ce pays-là. Et personne, M. Bernier réagit aujourd'hui. C'est bien de sa part de réagir, il n'est jamais trop tard de réagir. Mais malgré cela, ce sont ses amis politiques qui sont là. Le préfet a tenté dernièrement de faire quelque chose pour essayer de réunir, pour aller vers ce syndicat unique que le Parti communiste décrit depuis plus de 30 ans. Justement, j'allais y venir. Vous rappelez également que cette idée de créer un service public de l'eau à l'échelle du territoire régional n'est pas nouvelle, elle daterait des années 90. Quels ont été les freins justement à sa mise en place? Mais on connaît tous, hein. Dès qu'il y a de l'argent quelque part, où on peut en bénéficier, eh bien c'est là le frein. Et on voit ce que ça a coûté à la Guadeloupe aujourd'hui. Alors de plus en plus, il faut réagir puisque la population, elle, commence à se prendre en charge. Et bien face à ça, et même en France métropolitaine, ce n'est pas uniquement pour les Guadeloupéens, hein, c'est une remunicipalisation de la gestion de l'eau aujourd'hui. En Guadeloupe, c'est encore beaucoup plus fort parce que derrière, il y a le problème d'argent. Combien d'argent je vais gagner si c'est moi qui gère? Voilà la question qui est posée aujourd'hui. Et nous disons, il ne faut pas enlever un tel pour mettre un tel. Il faut créer ce service public qui va gérer l'eau pour permettre justement que ce ne soit pas les élus directement qui gèrent ça et pour arriver au même stade qu'il y a 30 ans. Donc c'est pour ça que nous voulons absolument aller vers cela, ce service public de l'eau, en créant ça assez rapidement, puisque l'offre a été proposée par le préfet, même si sa proposition est quand même légèrement différente. Mais nous disons, c'est un premier pas. Pourquoi ne pas saisir la balle au bond? Puisqu'il promet de l'argent pour essayer de résoudre les problèmes, pour nous aider, et nous on refuse d'y aller pour des raisons cachées ou je ne sais pas trop quoi. En tant que citoyen, il faut réagir. Alors, vous appelez justement les Guadeloupéens à signer cette pétition pour justement mettre en place ce référendum local. Pour quelle date, quelle échéance? Bien, un référendum local, c'est vrai que c'est peut-être difficile à mettre en place. Et ensuite, le résultat de ce référendum est un peu compliqué. Mais malgré tout, il faut y aller. C'est quand même le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour obliger le politique à mettre en place. Si ce référendum, dans ce référendum, plus de la moitié de la population inscrite vote pour, il y a une large majorité, les élus sont obligés de mettre en place à ce moment-là. Obligés, quel élu? On sait que ça coince entre Laurent Bernier et Lucette Michaud-Chevry. Est-ce que c'est pour faire plier celle qu'on appelle la Dame de Fer? Non, pour faire plier tous les politiciens. Tous les politiciens qui ont la charge, parce que ce sont les maires qui ont la responsabilité de l'eau, de charger maintenant aux communautés de communes et d'agglomération. Mais ce sont encore des élus. Mais ce sont encore des élus. Mais pour les mettre tous d'accord et aller vers cette création de Sénégal, il faut que la population donne son mot. Et c'est ce que nous disons. À ce moment-là, c'est seul le référendum local qui peut permettre de prendre cette décision si la population est d'accord. Toutes les autres consultations sont des consultations qui ne sont pas décisionnelles. Celle-ci, elle est décisionnelle. C'est pour ça que nous voulons absolument que la population se saisisse de ce moyen-là pour obliger nos élus à y aller vers ce syndicat unique. Alors, ce syndicat unique de l'eau est présenté comme la panacée, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, parce que concrètement, quel champ d'action, quelle vision, quelle priorité pour ce syndicat? Comment vous l'avez pensé et imaginé? Au Parti communiste guadeloupéen, bien entendu. Il n'y a rien de sorcier. Et ils sont tous au courant. Ils savent comment mener cette structure. Simplement, aujourd'hui, quelles sont les communes qui ont des sous pour aller réparer les canalisations? Elles sont toutes en faillite. Mais mutualiser les moyens financiers, ça ne peut être que la seule solution aujourd'hui, avec l'aide de l'État, de l'Europe, etc. Mais seule une commune ne peut pas résoudre. Regardez le problème de la CSBT aujourd'hui. Ils n'ont pas les moyens financiers de réparer les canalisations. Comment elle va faire, Mme Michaud? Pourtant, même si elle récupère des subventions ont été allouées, où est passé l'argent? Le préfet dit aujourd'hui qu'on vous aide uniquement si un syndicat unique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors non, on bloque la population. Eh bien, la population, en ce moment, Capesterre est en réunion pour savoir qu'est-ce qu'elle va mener comme action. Parce que laisser les enfants comme ça, sans classe, aujourd'hui, pour une question de l'eau, parce que les élus ne prennent pas leurs responsabilités, le Parti communiste dit il sera à côté de ces gens-là.
pour trouver une solution. Merci Camille Edouard d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Voilà que le problème des terres en Guadeloupe refait surface, installé depuis quelques années. Les agriculteurs du comité, du collectif L'Ouest et de ses environs de la commune de Sainte-Rose sont menacés d'expulsion. Le propriétaire du terrain réclame la restitution de ces terres. Un titre contesté justement par les agriculteurs. On regarde le reportage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter. Il était impossible de traverser Sainte-Rose aujourd'hui au niveau de l'habitation du comté. Le collectif de l'Ouest de Sainte-Rose et environ avait bloqué la circulation avec des épaves de voitures, de l'électroménager, des tôles et des morceaux de bois. Menacé d'expulsion, il riposte. Nous n'avons pas de problème avec déjà, nous avons problème avec la compagnie industrielle du comté de l'Aurillac qui divine compagnie agricole du comté de l'Aurillac en 2007. Nous n'avons pas de problème éveil parce qu'il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de titre de propriété. L'usine là, ça sont les usines qui n'ont pas fonctionné à Sainte-Rose depuis 1973. Il a arrêté de fonctionner. 1974, il y a des événements qui passent dans l'usine là. Or, nous avons un cabis qui a précisé que la société là, ça a une continuité de 1946 à aujourd'hui là. Les agriculteurs ont sollicité la municipalité afin qu'elle décide de faire un constat d'huissier contradictoire. Madame le maire réclame un délai d'1 mois et demi. Il sera trop tard pour les agriculteurs. Vous pouvez signer nous plutôt pour nous payer 270 000 € solidairement au lieu dit Beauvallon. Donc, les agriculteurs ne peuvent pas attendre un mois et demi à Malémé là, parce que nous devons être comparés dans 15 jours. Donc, dans 15 jours là, il faut nous les éléments qui permettent nous de défendre nous. À savoir, nous, dernière fois que nous venons là, nous faisons un constat d'huissier pour faire constater un win. Nous commandons aujourd'hui là que Malémé vienne ici et surtout à pas Malémé parce que nous ne pouvons pas dire que c'est Malémé qui nous voulons que le conseil municipal éveille. Le propriétaire de l'usine détiendrait 3700 hectares de terre sur le territoire de Sainte-Rose. Extrait de cabis en main, les agriculteurs contestent cette information. Monsieur déjà même qui a dit gérant, nous ne pouvons pas voir à quel moment il est rentré gérant. Nous pouvons jamais trouver. Donc nous ne pouvons pas signer nous au nom de société sans montrer si qui forme il rentre en société là ça. Donc ils ont déposé plainte pour faux, usage de faux et escroquerie. Ils exigent des autorités judiciaires qu'elles fassent toute la lumière sur cette affaire. Ils resteront mobilisés jusqu'à l'obtention des documents publics réclamés. Restez avec nous dans quelques minutes. Le 60e congrès des producteurs de France, de légumes de France se prépare. Rencontre avec un producteur local. Et puis coup de projecteur sur l'opération Entreprendre en lycée, édition 2016-2017. Voilà 1 an que la France a été frappée par les terribles attentats qui ont fait 130 morts, dont 90 uniquement dans la salle de spectacle Le Bataclan. Parmi les témoins de cet événement se trouvait une Martiniquaise. Pour la première fois, elle revient sur cette nuit qui a bouleversé sa vie. Le reportage est signé Éric Dupuis d'ATV Paris. Géraldine poursuit sa carrière de comédienne. Ici, elle double avec aisance une actrice américaine reconnue. À l'avoir exercé avec passion son métier, difficile d'imaginer qu'il y a 1 an, tout a failli s'interrompre. Je n'ai pas arrêté de travailler en fait. Je n'ai jamais pris le temps. Non, j'ai pas pris le temps de m'arrêter, mais parce que j'ai senti qu'il ne fallait pas que je prenne ce temps-là, qu'il ne m'était pas nécessaire. J'ai pas voulu nier la réalité, pas du tout. Je l'ai jamais nié. Je me suis jamais dit j'ai pas vécu cet événement, mais non, tout va bien, je suis forte. Je me suis jamais dit ça. Car Géraldine fait partie des personnes présentes au Bataclan le soir du 13 novembre. Avec son mari et 2 proches, elle s'est recluse dans les coursives de la salle et a vécu l'horreur pendant 2 bonnes heures. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle retourne devant la salle de spectacle, non sans émotion évidemment. Ça me semble très loin et là tout d'un coup en revenant ça me semble tout près quoi. Je me revois sortir de la salle les mains sur la tête et puis aller de l'autre côté, c'est complètement hébété. Ouais, c'est pas si loin quoi, c'est vraiment pas si loin. Sortie en échappant aux balles, Géraldine a été blessée à la jambe par une barre métallique. En fait, très vite, j'étais dans une position très inconfortable où j'avais très mal, j'étais sur les genoux, recroquevillée. Au tout début, j'ai vraiment pensé, parce qu'il disait « ne bougez pas, sinon on vous tue ». Et il tirait, il tuait des gens. Et on savait que chaque balle, c'était quelqu'un qui mourait. Mais ce qui me
ce qui m'a marqué vraiment, c'est que les gens mouraient dans le silence. La comédienne a gardé en mémoire chaque minute passée avec les terroristes. C'était des exécutions. C'est plus la panique où ils tirent sur tout le monde, c'est des exécutions, oui. Ils tuent les gens les uns après les autres. Et moi, je me suis dit que j'allais y passer. La jeune fille qui était derrière moi a dit « Oh merde, c'est pas vrai, oh merde ». Donc j'ai su qu'elle avait été touchée, mais on sent plutôt les choses, qu'on les entend, on les sent, mais on se retourne pas, on bouge pas, voilà. Ce n'est que plusieurs semaines plus tard que la Martiniquaise a entamé une psychothérapie afin d'assimiler ce traumatisme. C'est vrai que c'est un petit peu violent, voilà, de voir que tous ces gens, de savoir que bon, oui, je suis pas passée loin, mais que j'ai eu la chance d'en sortir vivante, que mon mari aussi, que mon beau-frère aussi, que on a eu énormément de chance par rapport à tous ces gens qui sont morts là-bas, quoi. Géraldine n'a pas participé aux commémorations du week-end, mais elle les estime nécessaires pour la mémoire des victimes disparues. Elle veut poursuivre sa route comme si de rien n'était, ou presque. Vous possédez peut-être une voiture électrique ou vous pensez à investir, mais comment la recharger ? En Martinique, les professionnels de l'énergie proposent des solutions. Un réseau d'ailleurs de bornes solaires sera prochainement mis en place sur le territoire courant 2017. On regarde le reportage de Louise Sabas, la TV Martinique. Ce véhicule est entièrement électrique. Une trentaine de ces engins circulent dans l'île et un Martiniquais sur 2 serait prêt à en acheter un selon une étude. Si ce n'était un détail qui a son importance. Ce qui me dérangerait, c'est pour question de recharger. Si je, par exemple, sors de Sainte-Anne, voilà, à Saint-Pierre. Ce qui ferait en sorte une hésitation, c'est le fait de manquer de bornes pour pouvoir recharger les voitures en cas de problème. La peur de la panne d'énergie, elle touche 61% des éventuels acheteurs. Des craintes qui pourraient être balayées grâce au dispositif GreenDrive, le réseau de bornes de recharge entièrement alimenté par des panneaux solaires installés aujourd'hui dans quelques entreprises. En Martinique, le kilométrage moyen est de 35 km par jour et par voiture. Ainsi, est-ce qu'on a véritablement besoin de poser 400 bornes de recharge en Martinique? Non. Il faut poser des bornes de recharge à des points stratégiques chez les entreprises. Donc, je prends un exemple, un employé d'une entreprise qui a décidé de mettre en place des véhicules électriques va venir à son travail, recharger son véhicule le matin et le soir, quand il repart à son domicile, le véhicule est complètement chargé. Quand on atteint des autonomies de véhicules qui vont demain aller jusqu'à 400 km, ça suffit largement pour gérer tous les déplacements. 4 bornes sont en fonction en Martinique, mais pour l'heure, utilisables que par les entreprises clientes. L'énergie produite sert d'ailleurs à leur fonctionnement quand les voitures ne sont pas branchées. Mais Green Technology compte dès l'an prochain en ouvrir une dizaine accessible par tous dans l'île et autant en Guadeloupe. Le projet qui répond aux enjeux de la transition et de l'autonomie énergétique est soutenu par EDF. Dépendamment du fait que quand on consomme de l'énergie localement, on fait déjà des économies. Et puis si ce sont des énergies renouvelables, ça nous apporte une certaine qualité de vie, parce que c'est plus naturel. Mais consommer de l'énergie localement, c'est acquérir aussi une certaine forme d'autonomie énergétique. D'ailleurs, la loi de transition énergétique nous fixe comme ambition d'atteindre cette autonomie énergétique à l'horizon 2030. Une plateforme de géolocalisation, de réservation et de paiement via Internet sera aussi mise en place en 2017. Le concept GreenDrive pourrait se développer rapidement en Martinique, ne serait-ce qu'à cause d'EDF, qui souhaite remplacer son parc de 400 autos par des voitures électriques. Et retour en Guadeloupe maintenant, les grandes étapes de la création d'entreprises étaient expliquées aux lycéens aujourd'hui, au lycée des métiers de l'habitat et des services associés du Lamentin, un séminaire organisé dans le cadre de l'opération Entreprendre en lycée. Marius Cancel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes le collaborateur du délégué académique de la formation professionnelle. Alors, Karen Diamin s'est rendue ce matin justement au lycée du Lamentin. Elle a assisté à ce séminaire. On regarde ensemble ce reportage. Naïma et ses camarades font partie des 20 mini-entreprises qui participent au projet Entreprendre en lycée. En classe de terminale, elles connaissent plus ou moins le fonctionnement d'une entreprise. La leur, nommée Copobio, dispose d'une chargée de communication. Notre projet, c'est la réalisation de petits objets en bois ou alors en bambou. Donc on avait décidé ça pour que ce soit une alternative au plastique, pour éviter les produits polluants, pour permettre une décoration écologique dans les maisons.
d'un PDG. Le projet nous a été présenté par nos professeurs, nos encadrants, mais ils ne sont pas automatiquement dirigés dans le domaine de l'entrepreneuriat et aussi dans, on va dire, le monde de l'entreprise. Donc ces éléments seront très importants pour qu'on puisse bien détailler notre projet et qu'on puisse bien cibler aussi notre demande pour que notre projet soit le plus innovant possible et bien sûr gagner. Et même d'un designer. On sait à peu près comment ça se déroule une entreprise, on sait comment ça s'organise avec l'entrepreneuriat, l'entrepreneur. Grâce au dispositif Apprendre à entreprendre, elles ont pu profiter d'informations supplémentaires comme commercialiser ou encore élaborer un business plan. Dans une phase de lancement, comme pour ces mini-entreprises, effectivement, c'est indispensable pour avoir une idée de la façon dont l'entreprise va pouvoir fonctionner, vers quel client, quelle source de financement. Et c'est vraiment leur donner la mécanique de pensée que le chef d'entreprise va avoir lorsqu'il sera en situation. C'est vraiment les mettre dans une situation d'entrepreneuriat pour que demain, ces jeunes puissent être de futurs chefs d'entreprise, par exemple. La Guadeloupe a besoin de chefs d'entreprise. Une réalité socio-économique bien comprise par les porteurs de projets. L'éducation nationale a toujours œuvré dans le sens de l'éducation à l'entrepreneuriat, mais il est clair que notre environnement économique étant de plus en plus difficile, cet objectif-là prend une autre proportion, a une autre importance. Au bout de cette opération, certains vont certainement choisir immédiatement la création d'entreprise. Mais pour la plupart, ils vont poursuivre des études. Certains, après les études, auront un travail salarié et en général, c'est au bout d'une certaine maturation qu'ils se lancent dans la création de l'entreprise. Pour les 20 mini-entreprises, la route est encore longue. Elles devront tout au long de l'année exploiter leur activité pour tenter de gagner un parcours entrepreneurial en métropole. Marius Cancel, on a le sentiment que l'Académie de Guadeloupe pousse les jeunes justement à se lancer dans le monde de l'entreprise. Serait-elle devenue la voie royale de la réussite plutôt que la sécurité qui était, j'ai envie de dire, vantée à une époque concernant la fonction publique? Donc l'éducation à l'entrepreneuriat fait partie d'ailleurs du programme européen et de la politique du ministère de l'Éducation nationale. Il ne faut pas se voiler la face, il faut se dire que l'État ne pourra pas embaucher tout le monde et seule l'entreprise crée de la richesse. Et nous ne sommes pas tous faits pour l'entreprise, nous ne sommes pas tous faits pour le fonctionnariat. Donc il faut bien apporter à ces élèves les outils qui puissent leur donner le goût d'entreprendre et pour que plus tard, ils puissent se dire « je vais être un entrepreneur » ou « je serai un salarié ou un fonctionnaire ». Voilà. Vous appuyez beaucoup sur le levier de la motivation pour inciter ces jeunes à être audacieux, mais on le sait, la création d'entreprises est un chemin semé d'embûches, beaucoup de freins, d'ailleurs dénoncés par certains organismes en Guadeloupe. Ces jeunes sont-ils accompagnés par la suite pour donner vie à ces petites idées, ces projets ? Donc, jusqu'à présent, il n'y avait pas de dispositif mis en place, mais dès cette année, avec la région, nous allons mettre en place 2 dispositifs. Un dispositif géré par la région qui va être la création de clubs entrepreneurs et qui va accompagner les élèves qui sont dans le dispositif Entrepreneur en lycée, mais aussi ceux qui ne veulent pas y être et ceux qui veulent avoir une idée de l'entreprise et bien entendu aider les anciens entrepreneurs à pérenniser leur activité. Du côté de la région, il est prévu d'accompagner tous les élèves volontaires qui auront créé une entreprise à créer leur entreprise pour enfin pérenniser l'action qu'ils ont créée pendant l'année scolaire. Alors, cette opération existe depuis quelques années. Il y a eu une petite césure de 2 ans. Mais que porte-t-elle comme fruit? Là, il y a eu quoi, une vingtaine de projets sur les 5 dernières années. Combien de projets ont vu le jour? Donc, je ne peux pas le chiffrer dans la mesure que j'ai été récemment nommé sur cette fonction, mais beaucoup de jeunes, on les a vus, ont créé leur entreprise. Et
Et comme on dit, avec les dispositifs qui sont mis en place, nous espérons que tous les nouveaux créateurs-là vont poursuivre quelques activités et dans quelques années, ils reviendront pour vous dire c'est grâce à Entreprendre en lycée que nous avons réussi notre activité. Sur la liste des entreprises partenaires, vous m'avez dit qu'il y a à peu près 26 entreprises. Ça semble énorme, mais à y regarder de plus près, finalement, c'est peu. Est-ce que les entreprises guadeloupéennes jouent le jeu? Les entreprises guadeloupéennes sont très citoyennes, mais nous ne pouvons pas mobiliser toutes les entreprises guadeloupéennes sur ce projet-là, puisque sur tout le long de l'année, l'Académie de la Guadeloupe met en place des projets avec les entreprises et les établissements scolaires. Donc c'est pour cette raison que vous n'en trouvez qu'une vingtaine là. Voilà. Donc vous pouvez nous rassurer ce soir, aujourd'hui les entreprises guadeloupéennes en tout cas osent parier sur la jeunesse. Les entreprises guadeloupéennes sont très guadeloupéennes, elles sont très citoyennes et elles croient beaucoup en la jeunesse guadeloupéenne puisque c'est la relève de ces entreprises qui quelques années auront besoin de personnel structuré, de cadres efficaces. On a vu tout à l'heure ces jeunes filles très enthousiastes à l'idée de créer leur structure. Quelle est la prochaine étape pour ces lycéens? Donc la prochaine étape, c'est la remise du business plan, le plan d'affaires, et qui va être évalué par le jury. Et nous avons d'autres étapes à part celle-là. Donc ça va être après la foire exposition où ces élèves vont nous présenter leur production et j'encourage tous les Guadeloupéens à venir voir les productions. Nous allons vous le dire en temps voulu, ça va être le 6 mai. Voilà. Et l'étape finale, le bilan d'activité que ces élèves vont défendre devant un jury et pour enfin arriver à la remise des prix le 10 juin. Après le 10 juin, lorsque les élèves, en tout cas, sortent du cursus scolaire, enfin, en tout cas du lycée, lorsqu'ils ont réussi leur bac, que se passe-t-il? Quelle est la suite? Donc, vous savez, c'est une expérience pour ces jeunes-là. Ces jeunes-là n'ont pas tous vocation à devenir entrepreneurs. La plupart du temps, ils partent faire des études. Ce sont les plus téméraires qui créent tout de suite et les autres, un peu moins téméraires, un peu plus craintifs, deviennent entrepreneurs après avoir peut-être expérimenté le salariat et après être un peu plus mûrs. Voilà. Merci Marius Cancel d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Autre thématique maintenant, celle de la santé. Vous le saviez peut-être, ce lundi 14 novembre était la journée mondiale du diabète. Cette maladie concerne plusieurs millions de personnes. En Guyane, une matinée informative était organisée dans un centre commercial de Matoury. On regarde le reportage d'Ayodélé Germain. Une légère piqûre au doigt et cette goutte de sang suffit à dire si oui ou non vous êtes atteint du diabète. Pour un test à jeun, votre glycémie est normale entre 0,8 et 1,6 g par litre. Au-delà, c'est vrai que là, on conseille de consulter son médecin traitant parce qu'on a obtenu un chiffre anormal pathologique. Donc là, ce matin, sur les personnes qu'on a vues lors du dépistage, on a eu peu de chiffres anormaux et certains savaient déjà qu'ils étaient diabétiques. C'est le cas d'Amise, diabétique depuis 10 ans. Elle profite de cette journée pour remettre à jour ses connaissances sur cette pathologie métabolique. J'ai été préparée à ça parce que, comme mon docteur t'a averti, il m'a dit fais attention de temps en temps, il faut manger des fruits. Quand on mange les riz, il faut manger avec un petit peu de légumes, tout ça. Pas tout pour un petit peu de pâtes, du pain. Mais il ne faut pas manger trop toxique, non, il ne faut pas manger tout ça. En Outre-mer, la prévalence au diabète correspond au double de celle de la métropole. Elle est estimée à 8%. Pour cet endocrinologue, ce chiffre serait même sous-estimé. Beaucoup de diabétiques s'ignorent. Et très souvent, avant de découvrir le diabète, il évolue depuis 4-5 ans. Au moment où on fait le dépistage, il est déjà quasiment trop tard. On voit également en parallèle de la courbe du diabète, la courbe du surpoids et de l'obésité. On a énormément d'obésité, de plus en plus ce qu'on appelle morbide, c'est-à-dire de plus en plus sévère. On en voit plus qu'en métropole. Alors probablement dans notre département, on l'explique par un mélange à la fois culturel, alimentaire forcément. À partir de 40 ans, surtout quand on a un surpoids, quand on a des antécédents dans la famille, il faut absolument surveiller au moins 1 à 2 fois par an sa glycémie, soit par prise de sang, soit capillaire, c'est-à-dire une petite piqûre au bout du doigt. À cela s'ajoutent des conseils d'alimentation équilibrée, pauvres en graisse et en sucre rapide, sans oublier les 5 fruits et légumes par jour.
Pour la première fois, se tiendra en Guadeloupe le 60e congrès des producteurs de légumes de France qui aura lieu du 15 au 20 novembre. Pour planter le décor de cet événement, nous avons souhaité visiter les exploitations de culture maraîchère. Un agriculteur a accepté de nous faire visiter son exploitation située à Daubin-Petitbourg, l'occasion de mettre en lumière les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Reportage Isabelle Hameau. C'est sur ce terrain que Stanley Marini cultive aubergines, groseilles, pastèques et bien d'autres fruits et légumes. Une exploitation qu'il chérit depuis 27 ans. Néanmoins, ses difficultés à s'approvisionner en matières premières pénalisent sa production. On a des produits qui ne sont pas autorisés en agriculture. Ce qui fait que le plomb, le zinc et un tas de métaux ferreux aussi qu'on trouve. Ce qui fait qu'on ne peut pas établir un label avec ce genre de produit. Pour tenter de sauver sa production, Stanley fabrique lui-même son engrais, le lombricompost. Le lombricompost, il est effectué à partir de bouse de vache, ce qu'on appelle en créole caca-bœuf, avec de marc à café, les déchets du café qu'on jette après avoir bu le café. Alors je mélange ces deux produits-là dans une baignoire que je remplis entièrement et ensuite je lâche des vers de terre, à peu près 2 kg par baignoire. Et à partir de ce moment-là, ces bêtes-là commencent à décomposer la bouse de vache et ils rejettent un produit qu'on appelle le lombricompost. Et comme on doit maintenir une humidité assez importante, il y a de l'eau qui s'écoule dans l'évacuation de la baignoire qu'on récupère, qu'on appelle le jus du lombricompost. Il sert d'insecticide, de nématicide. Alors on traite les plantes avec en foliaire et on fait une plantation avec les granulés que les bêtes rejettent. Depuis, quelques résultats ont été remarqués quant à la qualité de ces produits, mais pas suffisamment pour obtenir une récolte rentable. Une situation qu'a constaté le président des producteurs de France. Là, on voit également quand il apporte de l'amendement au niveau de ses terres, quand on voit aujourd'hui l'approvisionnement dans l'amendement qui n'est pas fiable, donc c'est une chose très importante qui m'a quand même beaucoup étonné parce qu'il y en a qui profitent de cette situation. Et aujourd'hui, il veut faire des produits propres, des produits sains. Et donc on doit se poser les bonnes questions et venir vraiment en interaction avec les producteurs de la Guadeloupe pour leur... Alors je ne dis pas qu'on va apporter la solution miracle, mais je pense qu'aujourd'hui dans la discussion, dans les échanges qu'on peut avoir, on va apporter notre contribution pour améliorer la situation actuelle. Un partenariat devrait être signé entre Légumes de France et les producteurs de Guadeloupe pour tenter d'apporter des réponses à l'hémorragie rurale. En Martinique, il existe la fête traditionnelle et emblématique de la ville du Prêcheur, le Boyonton, à ne pas confondre avec le bouillon. Hubert Bornil et Guy Raphaël René sont allés à la rencontre de ceux sans qui l'événement ne pourrait avoir lieu, c'est-à-dire les marins-pêcheurs. On regarde. Même après la fête, on en redemande. Il faut dire que ce rassemblement concernant le Boyonton ici au Prêcheur, c'est un événement incontournable. Et puis surtout que pêcher ici, pas les de ça pour rien. Alors, il dit nous que bagaille à la Boyonton, c'est longtemps avant. C'est comme on qui pas tenir l'argent pour te mettre viande en caille là, c'est en manière pour tenir si brun viande le dimanche pour mettre dans les assiettes pour manger. Boyonton. Boyonton, c'est à nous. C'est ce que semble exprimer avec fierté la plupart des préchotins face à un produit qui jadis était uniquement consommé entre amis ou en famille. Les grands-parents nous avaient ça, Boyonton, c'était trempé, pain mouillé, et puis nous avons mis dans les salades pour nous manger l'après-midi, le dimanche, le samedi après-midi, le dimanche après-midi. C'était coutume. Mais les gens qui paient ça, ils ont dit ah, Boyonton, on va manger ça. Ah, c'est parce que les gens n'ont pas aimé manger. Et puis ça dépend de gens qui tuent. Parce que des gens qui ont senti frais, les gens qui disent ça pas bon. Vous comprenez? Parce que les gens n'ont pas ça fait. Je pense là qu'il a. Mais en principe, c'est les parents nous ont mangé ça, ils ont mangé ça aussi. Ils ont mangé ça aussi. Mais nous, après ça, nous avons tiré comme et puis, eh ben, ça c'est joué. Et puis nous, c'est manière faire pour ne pas débiter, nous avons acheté. Chaque année, la ville reçoit des milliers de visiteurs pour ce qui est devenu au fil du temps un événement incontournable. C'est nous qui faisons, nous les côtés. Ça a été prêché. Ça a été prêché. Il faut reconnaître que la ressource a connu une légère baisse. Il y aurait eu moins de poissons pour cette dernière édition. Oui, c'est vrai, pas tenir gros poissons comme avant. Ça va au fil du temps, il a disparu. Avant de gagner les restaurateurs pour y faire. Mais à présent, nous, les marins pêcheurs, nous avons tout nous et puis madame, nous avons des clients aussi. Donc c'est pour ça que Pania, c'est. Pania, mais nous, les marins pêcheurs, nous sommes contents.
Quoi qu'il en soit, pour les pêcheurs préchotins, il n'est pas question de laisser cet événement autour du Boyoton partir dans une autre commune. Voilà, la journée est terminée pour les marins pêcheurs. C'est parti. Nous faisons livraison à présent. Titon, Dorade, Marlin. Sacré Hubert Bornil, place maintenant aux informations pratiques. Sachez que l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au lycée Charles Coeffin de Trioncel-à-Bemao de 8h30 à 13h. Et je vous rappelle que KTV s'est associé à Médecins sans frontières dans le cadre d'une grande collecte destinée à financer un hôpital pour grands brûlés à Haïti. Vous pouvez faire vos dons au 0596 37 99 96 ou avoir plus de renseignements sur l'adresse qui est indiquée au bas de votre écran. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 60 11 2 fois ou à nous envoyer vos informations et indiscrétions à redactionatv@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.